Une idée vieille de plus de 50 ans connaît aujourd'hui un étonnant regain, l'allocation universelle. À première vue, ce revenu de base, accordé automatiquement et que chacun viendrait compléter avec le revenu qu'il gagne, par ailleurs, a tout pour séduire un libéral. Surtout comme alternative à un État-providence invasif, obèse, injuste et potentiellement en faillite. D'abord, cette allocation universelle bénéficierait à tous, pauvres ou riches, jeunes ou vieux, malades ou bien portants, travailleurs ou demandeurs d'emploi. On ne dualise plus, comme se plaît à faire la gauche depuis Marx, la société entre défavorisés et favorisés, exploités et exploiteurs. Ensuite, cette allocation universelle serait inconditionnelle. Vous la recevez quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Dès lors, l'État n'est plus en mesure de la conditionner à la réalisation de démarches et à l'adoption d'un comportement déterminé. En clair, l'État ne s'immisce plus dans vos choix existentiels. Le bonheur est une affaire privée. Enfin, et c'est là le plus beau, l'allocation universelle permettrait de réduire tant le montant des dépenses publiques que la taille de l'État. D'une part, elle se substituerait aux différentes allocations existantes qui seraient supprimées, les allocations de chômage, familiales, d'insertion, de logement, etc. Et d'autre part, elle ne nécessiterait plus une administration pléthorique. Comme les aides seraient accordées automatiquement, inconditionnellement et universellement, plus besoin de traiter de longs dossiers. À l'énoncé de ces belles idées, mon cœur libéral se remplit d'allégresse. À l'analyse cependant, il apparaît que l'allocation universelle, loin d'être une réelle alternative au système qu'elle dénonce, reste prisonnière de sa logique. On peut d'abord questionner le caractère universel. Pourquoi aider des gens qui s'assument eux-mêmes? Pourquoi verser une allocation universelle à Bernard Arnault et Liliane Bettencourt? Pourquoi d'ailleurs une allocation universelle versée à toutes les personnes, riches ou non riches, qui sont des contributeurs nets du pays, au nom de l'égalité redistributive? Telle est, par exemple, la position de Philippe Van Parijs, qui peut être considéré comme le pape de l'allocation universelle. Mais est-il judicieux de transformer en allocataire, même symboliquement, une personne financièrement autonome? Quoi que vous fassiez, que vous travailliez ou pas, vous avez droit à une allocation. Si un tel système était mis en place, les gens s'habitueraient rapidement au fait que c'est l'État qui finance leurs besoins de base. En moins d'une génération, cette situation de dépendance structurelle à l'État semblerait naturelle à tout citoyen. En réalité, fondamentalement, il y aurait ceux qui financent leur allocation universelle et celle des autres, et ceux qui en sont bénéficiaires. Invoquer ce caractère universel, n'est-ce pas une manière de brouiller les cartes pour légitimer ce système sous le prétexte fallacieux que nous en aurions tous besoin? L'allocation universelle empêche, a-t-on dit, l'État de s'immiscer dans les choix existentiels des citoyens et les force à les traiter en adultes. Fort bien, chacun a évidemment le droit de mener la vie qu'il entend. Mais on oublie généralement de préciser une condition importante, pour autant qu'il finance ses choix avec son argent. Supposons que vous donniez de l'argent à un ami en difficulté. Vous apprenez que moins de 48 heures après avoir reçu cet argent, il a acheté une voiture de sport, un écran géant, etc. Ne seriez-vous pas courroucé? Probablement. Si vous l'avez aidé, c'est pour le dépanner, pas pour qu'il se divertisse avec votre argent. De la même façon, si l'État vous aide, c'est pour que vous soulagiez vos besoins vitaux et pour que, dans la mesure du possible, vous redeveniez financièrement indépendant. À ce titre, la répression des fraudes sociales, les politiques de contrôle et de remise au travail des chômeurs sont parfaitement légitimes. Entendons-nous bien, je n'affirme pas que les gens, en recevant une allocation universelle, la dilapideront nécessairement en futilité. Je dis juste que si on reçoit l'argent d'autrui, de la collectivité, il est normal que cet autrui exige que vous en fassiez un usage raisonnable, sans que cela soit perçu comme une immixtion intolérable dans vos choix. Il est légitime dans une société qui, comme la nôtre, en a les moyens, d'accorder un revenu de subsistance à tous ceux qui en ont besoin. Mais au nom même de cette solidarité, il faut que ces bénéficiaires mettent tout en œuvre pour retrouver une situation qui leur permette, eux aussi, de contribuer activement à cette solidarité. Or, le caractère inconditionnel de l'allocation universelle remet en cause ce nécessaire principe de réciprocité. Oui, mais l'allocation universelle, nous disent ses partisans, se justifie au nom de la liberté réelle. En effet, il ne suffit pas de consacrer formellement nos libertés. Pour garantir leur effectivité, il faut qu'elles soient financées par l'État. Cette distinction d'origine marxiste entre liberté formelle et liberté réelle procède en réalité d'une confusion entre deux notions distinctes, liberté et capacité. J'ai la liberté de partir cet été avec ma famille à Bora Bora. Personne ne nous arrêtera à la frontière, mais je n'ai pas la capacité, je n'en ai pas les moyens financiers. Encore une fois, il est normal pour l'État d'assurer la subsistance aux personnes nécessiteuses, pas de financer leur choix.
Au niveau du financement, il faut vraiment n'avoir aucune expérience de la chose publique pour s'imaginer un instant qu'il serait miraculeusement réglé par le jeu des vases communicants. Comment croire qu'on puisse trouver un gouvernement qui parvienne, voire qui accepte, de supprimer toutes les allocations existantes pour la remplacer par une allocation unique? Le mieux qu'on puisse atteindre, après d'homériques négociations avec les syndicats, ça sera un léger réaménagement de la sécurité sociale. En clair, en plus de toutes les allocations existantes qui, en dépit des belles promesses, resteront en place pour la plupart d'entre elles, on consacrera une allocation supplémentaire, mais d'un montant qui, plus que probablement, excédera largement ce qui aura été économisé de l'autre côté. Le résultat sera une augmentation substantielle des impôts, avec fiscalement plus d'évasion, de fraude et d'exil. Par ailleurs, pense-t-on vraiment que le PIB actuel restera inchangé une fois l'allocation universelle adoptée? Rien n'est moins sûr. Ne fût-ce que parce que plusieurs personnes actives préféreront, comme le préconisent les partisans de l'allocation universelle, consacrer quelques heures autrefois productives au profit de l'économie sociale. En assurant les besoins de base de chacun, l'allocation universelle va-t-elle, comme le disent ses promoteurs enthousiastes, libérer les énergies et permettre à chacun de s'épanouir dans le secteur de son choix? Pour certaines personnes, sûrement. Mais l'existence d'une rente n'est pas en soi un incitant. Ainsi, dans un pays comme l'Arabie saoudite, le fait pour chaque citoyen de bénéficier d'une rente étatique généreuse a plutôt l'effet contraire. Elle stérilise les volontés. Autre question, l'allocation universelle ne va-t-elle pas engendrer une inflation généralisée, un peu comme les aides logement en France ont fait exploser le prix de l'immobilier? L'allocation universelle ne va-t-elle pas inciter des gens à compléter leurs revenus par du travail en noir plutôt que par un travail lourdement imposé? Avec l'allocation universelle, nous effectuons un saut dans l'inconnu, un saut dont les actuels allocataires sociaux seraient les premiers cobés. Supposons néanmoins que toutes les allocations soient supprimées. Inéluctablement, un ensemble de questions surgiront. Une personne handicapée ne mérite-t-elle pas une allocation plus substantielle? Quid des personnes habitant en ville ou dans les zones où les loyers sont plus élevés? Quid des personnes âgées, invalides? On recréera fatalement une multitude d'exceptions, de régimes spéciaux, de majorations de taux, etc. Le système supprimé se reconstituera à une vitesse fulgurante, en pire. Pourquoi? Parce qu'il faudra financer tous ceux qui jusqu'à là se débrouillaient tout seuls. Évidemment, ces gens-là ne feraient que récupérer une partie de ce qu'ils ont donné, mais précisément, pourquoi prélever chez eux cette partie d'argent qui leur sera d'emblée restituée? Déduction en fait d'une ponction par l'État pour financer cette opération inutile. Est-ce qu'il faut laisser les choses en l'état? Non. L'allocation universelle pose utilement la question de l'indispensable réforme de notre État-providence. Mais si l'on désire réellement rendre les gens plus autonomes, il faut travailler au niveau de la perception et pas au niveau seulement de la redistribution. L'équivalent fiscal de l'allocation universelle, c'est la flat tax. Cette flat tax constituerait à supprimer toutes les taxes pour les remplacer par un impôt unique, à taux réduit et sans exonération, exception, incitant, cadeau ou déduction d'aucune sorte. Ce système, qui laisserait aux gens une bonne part de leurs revenus, aurait pour effet de redonner à chacun une marge de manœuvre tout en maintenant, en le dégraissant, le système actuel de sécurité sociale. Concrètement, les gens recevraient une somme sans doute supérieure à l'allocation universelle et pourraient légitimement la consacrer à ce qu'ils désirent. Mais là aussi, il semble illusoire de penser qu'un gouvernement supprime l'actuel code fiscal d'un trait de plume. Dans l'immédiat, et de manière plus réaliste, une alternative plus libérale à l'allocation universelle, c'est l'impôt négatif, exposé par Milton Friedman. Il faut aider les pauvres parce qu'ils sont pauvres et non pour une autre raison. Si on aide le pauvre paysan, c'est parce qu'il est pauvre et non parce qu'il est paysan. Un tel programme doit être conçu pour aider les personnes en tant que personnes et non en tant que membres de tel ou tel groupe professionnel. Certains confondent d'ailleurs allocation universelle et impôt négatif. Concrètement, l'impôt négatif est une somme d'argent versée à tous ceux qui gagnent moins que le minimum imposable et qui correspond à la différence entre le revenu et ce minimum imposable. Si vous gagnez plus que le minimum imposable, vous êtes taxé sur le surplus. Si vous gagnez moins, vous n'êtes pas taxé et vous recevez la différence en cash. Exposé par Milton Friedman, l'impôt négatif diffère de l'allocation universelle sur 3 points fondamentaux. Premièrement, il n'est pas universel, il ne bénéficie qu'aux personnes nécessiteuses. Deuxièmement, et contrairement à l'allocation universelle qui est octroyée a priori, il s'opère a posteriori, c'est-à-dire une fois que l'on déclare les revenus. Troisièmement, il n'est pas inconditionnel mais conditionnel. Il est accordé uniquement à ceux qui en ont besoin. Philosophiquement, l'impôt négatif vise à soulager et à responsabiliser. Lui seul contribue à l'émancipation et à l'autonomisation de la personne. A contrario, l'allocation universelle maintient chacun dans le giron de l'État.
l'allocation universelle ne rompt en rien avec la logique de l'État-providence. En dépit de ses séduisants atours, l'allocation universelle n'est pas une idée libérale, mais une fuite en avant, un énième avatar de l'idéologie social-démocrate, aujourd'hui en faillite.